invité à réfléchir sur la pratique du jeu de rôle aujourd'hui dans notre actualité, j'ai décidé de partir du développement par les créateurs de contenu, le fait qu'il y ait de plus en plus de parties de jeux de rôle qui se fassent en ligne. Et je me suis basé pour ça sur 4 lives qui ont été faits. Alors, pas que des rôlistes en l'occurrence. Par exemple, j'ai pris Max Hildan, qui est plutôt à la base dans le jeu de société, mais qui pour le coup a joué à ce jeu-là. Nicolas Dutz, Namisae et Fred Astaire. Namisae, elle aussi, qui n'est pas rôliste à proprement parler, mais qui s'intéresse plus au livre-jeu et la culture du jeu vidéo. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment le fait qu'ils utilisent tous le même support dans le cadre de ce live, le Pacte Innsmouth. Bien évidemment, à travers ce que je vais dire concernant ce livre-jeu-là, j'espère qu'il y a des conclusions qui sont bien plus larges et plus globales à la pratique en ligne du livre-jeu et du jeu de rôle. Mon plan va être très simple. Tout simplement, je me suis intéressé dans un premier temps à l'environnement, comment il se structurait en ligne dans les lives, et dans un deuxième temps, la place qui était accordée aux joueurs, que ce soit le créateur de contenu en lui-même, que sa communauté qui l'accompagne dans le chat. Alors, quand on parle d'environnement, il me semble important de dire qu'au final, cet environnement ou ce milieu doit être considéré au pluriel. Il y a, selon moi, j'ai travaillé autour de 3 types d'environnement. Tout d'abord, le contexte de production et de diffusion de ce jeu, à quel moment il apparaît et qu'est-ce que ça peut faire. Deuxièmement, il y a le média par lequel on joue à ce jeu, donc ça pouvait être c'était souvent la plateforme Twitch. Et enfin, le milieu qui est celui du contenu du jeu en lui-même. Alors, quand on parle d'un jeu, d'un livre-jeu ou d'un jeu de rôle, ils ne sont jamais produits par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ils relèvent toujours d'un contexte de production et de diffusion. Et si nous regardons, par exemple, le Pacte Innsmouth, qui a été créé par la maison d'édition française Eldercraft, on constate qu'il est sorti en 2022. Et si nous regardons déjà en 2020, nous avions une nouvelle traduction du Cauchemar d'Innsmouth, dont s'inspire le Pacte Innsmouth, qui était proposé par Maxime Ledin aux éditions Braj-Léon. L'année même de sortie de ce livre-jeu, il y avait aux éditions Kiun, donc une maison d'édition dans le manga, le Cauchemar d'Innsmouth qui était sorti. Et 1 an après la sortie du Pacte Innsmouth, nous avions aux éditions Chakos un autre livre-jeu plus abrégé, plus sommaire, qui reprenait le Cauchemar d'Innsmouth. Ce qui montre que tout simplement, au moment où sort ce livre-jeu-là, dans le milieu de la culture geek, dans le milieu rôliste, il y a quand même un regain d'intérêt, même si c'est toujours relatif à ce que nous aimons en tant que jeu et en tant que pratique, pour Lovecraft. À cela également, il y a également le fait, j'en ai discuté avec Maxime Ledin, qui est donc le traducteur du Cauchemar d'Innsmouth, mais qui a participé à la création du Pacte Innsmouth en lui-même. Il y a notre actualité, on va dire, en termes de société. Lovecraft propose toujours des aventures qui sont plus angoissantes, qui se passent dans une terreur, ce qui nous a été expliqué auparavant. Et ça peut trouver aujourd'hui un écho, selon Maxime Ledin, avec ce que nous vivons aujourd'hui, par exemple des défis que doivent relever notre société et qui nous semblent immenses à notre taille humaine, par exemple la question écologique. Et également, on peut voir plein d'autres thèmes soulevés par Lovecraft. On peut être, par exemple, le cas des sectes religieuses, etc., sont aussi un sujet qui commence à arriver. Alors, c'est déjà le cas en Amérique du Nord, mais de plus en plus en France, on voit cette question-là qui arrive. Ensuite, il y a un aspect, toujours dans le cadre de ce contexte, il y a bien sûr le marketing qui va être proposé par Eldercraft, alors surtout autour de sa propre communauté, via la plateforme Discord, où ils vont s'amuser à créer, stimuler leur communauté en donnant des indices sur qu'est-ce qui va sortir. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a souvent des récurrences autour de ce que l'on pense du monde de Lovecraft, ce côté terreur et angoisse. Alors maintenant, dans le cadre d'une partie en ligne, il est important pour ces créateurs de contenu d'attirer visuellement l'attention de leur communauté, quand bien même aujourd'hui une grande partie de ces lives au final sont plus écoutés que regardés. Mais ce qu'on remarque au final, si nous prenons Max Hildan, Nicolas Dutz ou encore Fred Astaire, c'est la récurrence de 2 éléments, la fiche de personnage et la carte d'Innsmouth en elle-même. Ce qui montre qu'avant même d'être des outils nécessaires pour bien faire sa partie de jeu de rôle, ce sont également des artifices mis en place pour maintenir notre attention. La marge d'erreur dans l'enquête que j'ai menée, c'est Namisae qui, elle, pour le coup, choisit seulement de filmer en contre-plongée le livre au fur et à mesure qu'elle raconte l'histoire à sa communauté.
Et en discutant avec elle, elle m'expliquait que si c'était à refaire aujourd'hui, elle ne le referait pas parce qu'elle se rendait compte elle-même que ce n'était pas le meilleur moyen pour créer une immersion chez les joueurs. Un autre élément qui est important, et c'est celui de cette carte. En haut à gauche, vous avez celle qui est proposée par Eldercraft pour le pack Innsmouth. Et en discutant avec Maxime Ledin, je lui ai demandé d'où est-ce qu'il avait trouvé son inspiration. Tout d'abord, il y a l'œuvre de Lovecraft en elle-même. Il s'est servi donc du cauchemar d'Innsmouth et de l'affaire Charles Dexter pour recueillir un maximum d'éléments qui lui permettrait de se faire une représentation de la ville. Et il y a également toutes les œuvres dérivées de l'univers de Lovecraft. Et en cela, il s'est servi également, il m'a expliqué de ce site, innsmouthmania.blogspot.com, et les suppléments Chaosium de l'appel de Cthulhu. Ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsqu'on regarde ces différentes cartes de Innsmouth, on remarque qu'il y a toujours cet idéal type qui ressort de la ville nord-américaine. C'est toujours ce plan quadrillé, voilà, avec ses rues droites, angle droit, etc., qui est typique de nos villes portuaires et militaires. Mais alors que nous sommes dans un monde fictif, il y a quand même ce respect de cet idéal type pour plonger les joueurs et lecteurs dans le monde de Providence, d'Innsmouth et l'Est américain, excusez-moi. Un autre élément qui permet là cette fois-ci de rentrer plus dans l'univers de Lovecraft, et c'est visible sur les 3 plans que vous avez sur la ligne du haut, c'est le fait que l'on voit des rues qui sont tordues, déformées, qui montrent l'esprit un peu malaisant et angoissant qu'il peut y avoir à jouer dans un jeu en lien avec l'univers de Lovecraft. Un autre élément qui contribue à cette immersion, et cette fois-ci c'est à la lecture même du jeu, donc dans le contenu, ça a été le respect, et ça a été une volonté de Maxime Ledin, c'est de respecter l'œuvre de Lovecraft. Et en cela, vous vous retrouvez durant du moins les 3 premiers chapitres de ce livre-jeu avec un respect de l'œuvre originale, le cauchemar d'Innsmouth, où il partait vraiment de blocs et de paragraphes du livre pour créer des mises en situation, les mises en situation, les problèmes auxquels devront se confronter les joueurs. Ce côté également balzacien, le fait qu'il y ait énormément d'éléments, etc. Maxime Ledin, il en avait conscience parce que dans les archives qu'il a pu me transmettre, lorsqu'il envoyait par exemple un extrait du jeu à ses collègues, il expliquait là je mets énormément de détails, mais d'un autre côté c'est pour correspondre à ce que Lovecraft avait écrit et également pour permettre une meilleure immersion du joueur. Enfin, il y a un dernier élément qui permet cette immersion, ça a été le fait que Eldercraft propose une version audio de son livre-jeu. C'est notamment Nicolas Dutz qui a choisi cette version-là pour son live, où là, Eldercraft est passé par un comédien pour enregistrer l'ensemble du livre, pour jouer sur les voix, et ainsi le créateur de contenu n'est plus seulement dans un rôle de meneur ou de maître du jeu entre guillemets, il est vraiment un joueur comme l'ensemble de sa communauté. Et ce qui est intéressant, c'est que en soi, l'utilisation de fonds sonores dans le jeu de rôle, ça a toujours plus ou moins existé. Dès qu'on avait un moyen d'enregistrer des sons pour animer une partie, c'est notamment ce que j'ai pu voir chez Fred Astaire ou chez Namisae, l'utilisation de fonds sonores d'ailleurs plus ou moins identique sur l'ambiance qui est voulue, ce qui montre que Lovecraft impose certaines thématiques à ses joueurs. On ne fait pas n'importe quoi avec un jeu Lovecraft. Et là, ce que va développer Eldercraft, c'est le fait de pouvoir mettre tout cet ensemble de sons qu'on ne peut pas forcément avoir. Par exemple, le bruit d'un train pile au moment où il le faut, le bruit d'une voiture, le bruit des portes. Et ça a une incidence directe. Par exemple, Nicolas Dutz, à un moment donné, il y a une partie de l'aventure, il est dans sa chambre, et enfin le personnage est dans une chambre d'hôtel, il entend un craquement sur le palier. Pour tout individu normal, un craquement sur un palier dans un hôtel, c'est pas dérangeant, mais comme le dit Nicolas Dutz, on sait que dans l'œuvre de Lovecraft, le fait que vous entendiez du bruit sur votre palier à 1h du matin, c'est qu'il y a un problème. Et donc tout ça, ça permet une mise en ambiance plus prononcée, justement, grâce au développement des outils numériques pour le jeu de rôle. Enfin, il y a la question des personnages, et j'avais été assez intrigué parce que quand j'avais commencé à lire le pacte d'Innsmouth pour moi-même, il y avait donc dès les premières pages, comme je disais, cette volonté de respecter l'œuvre de Lovecraft, mais quand on regarde le panel de personnages qui nous est proposé, étant donné qu'il se veut également une initiation au jeu de rôle, on remarque l'introduction d'un personnage féminin.
J'en ai discuté avec Namisae et Nicolas Dutz à ce propos. J'aurais demandé est-ce que si, selon eux, c'était une manière de répondre à certains besoins de la société avec plus de représentation des femmes dans le monde du jeu de rôle, etc. Et il reconnaissait que oui, peut-être, mais que d'un autre côté, la question du travestissement chez les joueurs de jeux de rôle a toujours plus ou moins existé. Le fait qu'un homme incarne une femme, ça pouvait se faire, parce que tout simplement, quand on jouait un jeu de rôle dans un cadre privé, à 5-6, il y a l'anonymat, le fait d'être entre soi, et au fond, ça posait pas vraiment de problème. En discutant après avec Fibre Tigre, donc l'un des fondateurs d'Eldercraft, je lui ai reposé la question et lui m'a tout simplement dit qu'aujourd'hui le jeu de rôle connaissait une lente démocratisation et ouverture aux femmes et que donc il y avait encore 50% de marché à récupérer. Donc c'était complètement différent. Maintenant, quand on fait un live, il y a un problème qui va se passer, c'est que lorsqu'on joue à un jeu de rôle entre nous, autour d'une table, chacun des participants incarne un personnage et au final s'approprie ou crée une identité autour de ce personnage. Or, dans le cadre du live, nous sommes obligés de partager collectivement une même identité, ce qui montre à la fois une perte donc, de l'individualité au profit du collectif. Pour Fred Astaire et Nicolas Dutz, je n'ai pas pu voir comment ils avaient mis en place ce choix. Peut-être que c'est eux qui ont imposé à leur communauté le choix de tel ou tel personnage. Mais si nous regardons par exemple chez Namisae, elle met en place tout au long de sa partie un système de votation pour savoir quel personnage les intéresserait, ou alors plus tard dans la partie, face à un problème, qu'est-ce qu'on peut faire. Maxilda lui utilise son chat avec un système de modérateur où il regarde au final quel choix de personnage va ressortir le plus, et ainsi collectivement nous incarnerons tous le même personnage. Ce qui devient intéressant parce qu'au final c'est vraiment une autre manière de concevoir le jeu de rôle, dans le fait que nous sommes plusieurs à l'intérieur d'un même corps, et donc le fait que nous soyons dans une partie où chacun a son propre personnage, où chacun, où quand nous sommes en petit comité à 5-6, on peut mettre en place des principes de démocratie directe pour face à une situation, un problème, qu'est-ce qui nous semblerait le plus simple pour résoudre une problématique. Là, pour le coup, tout doit être repensé collectivement, et il y a d'une certaine manière, il y a une décharge de la responsabilité qui s'opère chez les joueurs, parce que le fait d'être à plusieurs plutôt que seul fait qu'on a moins le poids de l'action entre les mains. C'est moins lourd à vivre seul. D'ailleurs, les créateurs de contenu rappellent régulièrement à leur communauté que c'est vécu collectivement, ne serait-ce que par l'emploi du « on » ou du « nous » plutôt que du « je » ou du « vous » qui les exclut. Alors ça existe parfois dans sa partie, Nicolas Dutz repasse à la première personne. C'est ça qui m'a fait penser au fait que l'utilisation de ces sujets n'est pas anodin dans une partie de live. Et excusez-moi. Puis aussi, il y a un autre problème, c'est celui toujours dans le cadre d'une partie en live comme le Pacte Innsmouth, c'est de savoir, mais c'est le cas pour tout live, au final c'est toujours cette mise en tension entre la partie et sa communauté. Et en cela, ce qui est intéressant de noter, c'est que il y a des autorégulations qui se font dans le chat. Souvent, c'est la communauté qui revient au jeu quand ça commence à partir sur trop des sujets divers et variés. Ou alors, c'est dans ce cas-là, le meneur de jeu, enfin le créateur de contenu, qui lui doit rappeler sa communauté en disant hop, on s'y replonge, on est reparti, etc. En conclusion, ce qu'on peut retenir de cette enquête que j'ai menée, c'est tout d'abord qu'il y a tout un emboîtement de contextes qui sont nécessaires à comprendre la représentation d'un jeu en fonction de son contexte de production et de diffusion, comme je disais. Il y a aussi maintenant des possibilités. Le Pacte Innsmouth est un jeu qui peut être pensé un peu comme un open world. Ce que je disais, le fait qu'on ait voulu respecter l'œuvre de Lovecraft avec tous ces détails, tous ces éléments de décor, là on voit pour le coup vraiment que les créateurs de jeux de rôle aujourd'hui s'inspirent de ce qui a pu être fait dans le jeu vidéo. On peut penser au MMORPG, etc. Adapté là sous la forme d'un livre, donc avec ses limites, bien évidemment. Mais il y a ces possibilités maintenant d'offrir un monde plus ouvert aux lecteurs de livres jeux en solitaire ou alors collectivement. Il y a également une remise en cause par le système du live des questions de démocratie et de représentativité de chaque joueur.
Et enfin, comme on a pu le voir avec les cartes, mais c'était l'un des éléments, tout simplement, il y a des auteurs qui, eux, transcendent les générations et imposent certains thèmes à l'ensemble, imposent certains thèmes dans l'imaginaire pour se représenter qu'est-ce que le monde de Lovecraft. Voilà, je vous remercie, je reste à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup et d'avoir respecté le temps. C'est bien, ça va laisser plein de temps pour les questions. Alors, une première question, là, ici. Oui, j'ai une question pour savoir comment est-ce qu'on gère ce qu'en jeu de rôle, en livre-jeu, parfois c'est de la tricherie. C'est-à-dire on ne veut pas aller dans telle résolution, des choses comme ça. On dit, c'est pas grave, je réussis, j'y vais. Et puis dans le même sens, autrement, on dit, ouais, mais ces 2-3 choix-là, ils ne nous conviennent pas, on va plutôt ici. D'un seul coup, le système de livre-jeu se casse et devient du jeu de rôle. Et puis dans l'autre, est-ce qu'on respecte vraiment les règles du livre-jeu ? Alors, pour ce que j'ai pu en discuter avec les créateurs de contenu qui ont été d'accord de m'accorder un entretien, c'est qu'il y a plus ou moins des contrats officieux qui se mettent en place entre une communauté et le créateur de contenu, et on sait plus ou moins comment fonctionne chaque créateur de contenu. Il y a eu une situation, par exemple, à un moment donné, Nicolas Dutz se décrit à sa communauté la situation dans laquelle il se trouve, et il dit « Ah, moi je pense que c'est pas bon de faire ça ». Et directement, il s'adresse à sa communauté en disant non, je n'ai pas été voir en amont ce qui se passait, je n'ai pas non plus, enfin, il n'a pas cherché à spoiler un peu ce qui allait se passer, mais il dit voilà, vu que c'est le monde de Lovecraft, je sais qu'il va se passer ça. Donc il y a des formes de contrats qui se mettent en place et qui sont souvent rappelés par ces créateurs de contenu pour réguler. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question pour le coup. Oui. L'objet d'étude est intéressant, mais ça ne me semble pas être du jeu de rôle, parce qu'il y a beaucoup de couches de communication qui sont complètement ignorées, là. On reprend le thème de communauté, on prend le terme de communauté comme s'il allait de soi, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un spectacle, il y a des spectateurs déjà, tout ce truc-là est passé à la trappe. Je trouve ça très gênant, vraiment, je suis désolé, c'est parce que je trouve l'objet d'étude intéressant que je trouve ça dommage de l'associer au jeu de rôle aussi simplement, comme si on parlait de ça là. Le livre est associé à un spectacle aussi, comme si tout ça était d'un seul trait, alors que le livre lui-même peut être joué par ailleurs sans avoir recours à l'artifice de la communauté qui donne son avis sur ce qu'il faudrait faire dans la suite du jeu. C'est quelque chose qui peut se jouer tout seul aussi par ailleurs. Et tous ces agencements de communication, alors tu parles des intérêts économiques qui sont effectivement pas neutres dans cette histoire. Les créateurs de contenu ne font pas ça par pure philanthropie. Mais du coup, ça introduit plein de biais sur la nature du jeu, sur la nature du récit qui est créé, sur tout un tas d'interactions. Alors on voyait un tout petit peu les chats, on voyait d'ailleurs, il y en a un qui se fait menacer du goulag là, qui pourrait pas avoir lieu dans un jeu de rôle effectivement, où on est quelques-uns autour de la table. Où il y a, là c'est encore un jeu où il n'y a pas de meneur, ce qui veut dire que c'est un jeu où en fait les joueurs ne peuvent pas prendre des décisions pour leur personnage, mais seulement pour ce que leur personnage en tant que créature de papier peut faire, puisque le livre ne peut pas improviser. Vraiment, je trouve l'objet d'étude vraiment intéressant, mais je suis obligé de dire que ça pose problème vis-à-vis de la définition du jeu de rôle, de juste dire ça donne une nouvelle définition, c'est faux. C'est autre chose que du jeu de rôle, et il y a vraiment beaucoup de couches qui ont été présentées, et je trouve ça dommage d'essayer d'étendre sans fin un objet, qui est le jeu de rôle, qui nous rapproche tous ici, sans... Comment dire, jusqu'au point où il est dilué dans toutes les formes médiatiques possibles, en fait. Voilà. Je suis désolé, c'est pas une question, mais j'étais obligé de le dire. Alors après, c'est peut-être un biais, effectivement, mais quand... le problème que j'ai toujours face à un sujet ethnographique, c'est toujours de le désenclaver d'une société dans laquelle il se trouve, et en soi... vous me reprochez au final de ne pas avoir traité seulement, de ne pas m'être focalisé sur un aspect, d'avoir essayé de le diluer dans des tonnes et des tonnes de...
d'abord, merci. Il y a toujours eu des parallèles entre le livre-jeu et le jeu de rôle depuis la création du livre-jeu. J'aimerais porter à l'attention de tout le monde qu'il y a des évolutions en fait dans le monde du livre-jeu et notamment une hybridation avec le jeu de rôle, notamment qu'on va découvrir dans le média qui s'appelle le jeu de rôle solo, où en fait on va articuler des mécanismes de livre-jeu avec notamment des arborescences, des événements qui vont être imposés par le livre. Et on va articuler ça à des phases d'appropriation où la joueuse peut élaborer la vie intérieure de son personnage, peut répondre à des questions orientées, c'est-à-dire peut en fait prendre la main sur une partie de la narration et peut prendre éventuellement une certaine gamme de choix qui ne sont pas préécrits. Donc je ne sais pas si tu avais par hasard une réaction là-dessus. Non, parce que pour le coup, c'est pas du tout mon domaine de recherche, ces questions-là. Une dernière question? Non? Alors peut-être que j'ai loupé le moment où tu en parlais, mais j'avais cru entendre, et je peux me planter, que le pacte de Dunwich, c'était à la fois un livre, on va dire, avec un aspect livre dont vous êtes le héros et tout ça, mais qu'il y avait aussi la possibilité, un système de jeu de rôle ou je sais pas quoi, pour aller plus loin. En fait, c'est Eldercraft, quand ils ont sorti ce livre-jeu, ils ont voulu proposer 3 formats de jeu. Il y avait la lecture classique, solitaire, du jeu de rôle comme on le connaît dans le livre dont vous êtes le héros. Une autre version qui était plutôt collective, où chacun incarne l'un des personnages dans le panel proposé, et en fonction de la situation, le livre passe de main en main, et la responsabilité face à telle action se retrouve... c'est la personne qui a le livre qui doit prendre la responsabilité de l'action. Et enfin, il y avait ce côté, ce qu'ils appelaient initiation au jeu de rôle, où parce que bon, c'est pas un livre, c'est un livre-jeu où il y a toujours ce système d'entrée, de renvoi à telle page en fonction de ce qu'on choisit. Il y a également des lancers de dés, il y a les fiches personnages, comme on peut le voir, reprennent des éléments du jeu de rôle. Donc voilà, il y avait 3 formats de jeu qui étaient proposés par Eldercraft sur ce jeu. Et tout utilise les paragraphes et tout ça, quoi qu'il arrive. Les numérotations et tout ça, c'est ça? Je comprends pas. Non, du coup, j'ai peut-être mal compris. Il y a toujours, comme dans un livre dont vous êtes le héros, aller à tel paragraphe, oui, bien sûr. Et tout ça. Et dans les 3 options, ça utilise ce même. Oui, ça ils ont maintenu, oui. Ok, merci. Merci beaucoup.